L'histoire n'est pas un simple enchaînement de faits, c'est une bataille de récits, modelée par les rois, les empires ou bien les idéologies. Beaucoup de mythes et de manipulations perdurent encore aujourd'hui, répétés jusqu'à paraître vrais. Dans cette vidéo, nous allons dévoiler 13 grands mensonges historiques, leurs origines et la vérité cachée. Et commençons tout de suite avec le premier de ces mythes modernes, celui selon lequel l'homme n'aurait jamais marché sur la Lune. Selon cette théorie, la mission Apollo 11, en 1969, n'aurait été qu'une gigantesque mise en scène. Les images du premier pas de Neil Armstrong auraient été tournées dans un studio hollywoodien sous la direction occulte de Stanley Kubrick, maître visionnaire de 2001 l'Odyssée de l'espace. Cette rumeur commence à circuler dans les années 1970. Pourquoi à ce moment-là ? Eh bien tout simplement parce que l'Amérique traverse une crise de confiance profonde. La guerre du Vietnam a révélé ses horreurs. Le scandale du Watergate éclate peu après et une partie de la population se persuade que le gouvernement est capable de mentir sur tout. Dans ce climat, certains trouvent logique de douter même de la plus grande prouesse technologique du siècle. Les arguments avancés sont frappants à première vue. Sur les photos, on dit qu'aucune étoile n'apparaît dans le ciel noir. Le drapeau semble flotter dans un vide où il ne devrait pas y avoir de vent. Et surtout, l'idée d'un exploit aussi immense paraît presque trop belle pour être vraie. Les théories complotistes prospèrent parce qu'elles donnent une illusion de lucidité. Croire qu'on a découvert un mensonge colossal caché aux yeux de tous. Pourtant, les preuves scientifiques et matérielles s'accumulent et pulvérisent ce mythe. D'abord, il y a les 382 kilos de roches lunaires rapportés par les missions Apollo. Ces échantillons ont été étudiés non seulement aux États-Unis, mais aussi en Union soviétique, au Japon, en Allemagne et dans bien d'autres pays. Leur composition marquée par des millions d'années de bombardements cosmiques et d'absence d'atmosphère est impossible à reproduire sur Terre. Ensuite, il y a les instruments laissés par les astronautes. Les missions Apollo ont installé des rétroréflecteurs, sortes de miroirs géants, qui permettent encore aujourd'hui aux astronomes de mesurer avec une précision millimétrique la distance entre la Terre et la Lune. Si personne n'avait marché là-haut, comment ces dispositifs auraient-ils pu être posés ? Un autre argument décisif, l'ampleur du programme Apollo. Plus de 400 000 ingénieurs, techniciens et scientifiques ont participé à ce projet titanesque. Imaginez qu'une telle conspiration ait pu rester secrète pendant plus d'un demi-siècle est tout simplement irréaliste. Les fuites existent toujours, or ici, aucun témoin crédible n'est jamais venu confirmer l'hypothèse du studio hollywoodien. Et pourtant, le mythe perdure, preuve qu'il touche à quelque chose de profond, la méfiance envers les institutions, mais aussi le besoin de croire que la réalité visible cache un mensonge. En 2002, un épisode célèbre l'a rappelé de manière brutale. Buzz Aldrin, le deuxième homme à avoir posé le pied sur la Lune, est confronté par un conspirationniste qui l'accuse de mentir. À 72 ans, l'ancien astronaute perd son sang-froid et assène un coup de poing au visage de son interlocuteur. La scène filmée et diffusée partout illustre à quel point ce doute irrationnel continue de hanter notre époque. Finalement, le mythe « l'homme n'a jamais marché sur la Lune » nous dit peut-être plus sur la psychologie humaine que sur l'histoire spatiale. Face à une prouesse scientifique presque inimaginable, certains préfèrent croire à la tromperie. Mais les roches lunaires, les instruments laissés sur place et la mémoire de milliers d'ingénieurs racontent une autre vérité. Oui, en 1969, l'humanité a bel et bien franchi la frontière du ciel. Parmi les blessures les plus sanglantes de la Révolution française, il en est une que l'on a longtemps cherché à effacer, la guerre de Vendée. En 1793, la région se soulève contre la République, refusant la levée en masse des soldats et rejetant la radicalisation politique de Paris. Très vite, ce conflit prend des allures de guerre civile. Des paysans, des prêtres, des nobles locaux rallient l'insurrection et face à eux, l'armée républicaine jure d'écraser la rébellion. Ce qui suit dépasse largement le cadre d'une simple répression militaire. Dès janvier 1794, les fameuses colonnes infernales, conduites par le général Turreau, parcourent les campagnes avec un ordre sans ambiguïté, détruire tout. Villages incendiés, récoltes brûlées, hommes, femmes et enfants massacrés sans distinction. Les rapports militaires eux-mêmes décrivent des scènes d'une brutalité totale.
comme si l'objectif n'était plus seulement de vaincre une armée, mais d'anéantir une population entière. Dans les villes, la terreur prend d'autres formes. À Nantes, le représentant en mission, Carrier, organise ce que l'on appellera plus tard les noyades. Des centaines de prisonniers attachés deux par deux sont embarqués sur des barges, puis coulés dans la Loire. Femmes, prêtres, adolescents, tous disparaissent dans les eaux sombres, sacrifiés au nom de la République. Ces exécutions de masse, loin du champ de bataille, donnent l'image d'une machine exterminatrice. Pendant des décennies pourtant, l'histoire officielle présente ces événements comme une répression militaire nécessaire contre une rébellion royaliste. Mais à partir des années 1980, l'historien Reynald Secher bouleverse ce récit en publiant ses travaux. Selon lui, la République aurait commis en Vendée le premier génocide moderne. Le mot choc, il bouscule les certitudes car il place la Révolution française, matrice de la République, aux côtés des pages les plus sombres du XXe siècle. Les défenseurs de cette thèse rappellent que le vocabulaire des généraux et des représentants de la Convention est explicite. On parle de détruire, exterminer, purifier. Ils citent des chiffres effroyables, des dizaines de milliers de morts, certains avancent jusqu'à 200 000 victimes, soit une part considérable de la population locale. Pour eux, nier le caractère génocidaire de ces ordres revient à blanchir une république qui, dès sa naissance, a trempé ses mains dans le sang des siens. Les opposants à cette vision, souvent attachés à la tradition républicaine, préfèrent parler de guerre civile atroce, de crimes de masse, mais pas de génocide. Leur argument central est que, contrairement au génocide du XXe siècle, il n'y a pas eu de plan idéologique visant à éradiquer une ethnie ou une religion. Les Vendéens étaient des Français, catholiques, comme tant d'autres. La logique aurait donc été militaire et politique, non raciale ou identitaire. Pourtant, la frontière reste floue, car si l'intention n'était pas de supprimer une race ou un peuple étranger, les faits montrent bien que la République a mené une politique d'extermination sur un territoire bien précis, contre une population accusée de trahison. Brûler les villages, tuer indistinctement vieillards et nourrissons, noyer des centaines de prisonniers sans jugement. Comment nommer autrement ces actes, si ce n'est par le mot génocide ? Ce débat ne s'est jamais éteint. Encore aujourd'hui, évoquer la guerre de Vendée divise historiens et politiques. Certains y voient un crime de guerre massif, d'autres une tâche originelle que la République refuse de reconnaître. Admettre le terme de génocide, ce serait admettre que la France moderne s'est construite sur un massacre franco-français, une guerre d'anéantissement interne que l'histoire officielle a préféré ensevelir sous le mythe de la Révolution libératrice. Et peut-être est-ce là le vrai mensonge, non pas celui des faits que les archives confirment dans toute leur horreur, mais celui du silence entretenu. Car derrière les idéaux de 1789, derrière la Marseillaise et la Déclaration des droits de l'homme, gisent les cendres de villages entiers et les cadavres anonymes de milliers de Vendéens. Une vérité trop dérangeante pour être pleinement assumée et qui continue 2 siècles plus tard à fissurer la mémoire nationale. Parmi les images les plus ancrées dans l'imaginaire populaire, on trouve celle de l'homme préhistorique luttant contre des dinosaures géants. Des cavernes aux bandes dessinées, du cinéma à certains musées pseudo-scientifiques, cette idée a traversé les générations. Nos ancêtres auraient vécu côte à côte avec les monstres du passé. On les imagine brandissant des lances ou même dans les versions les plus fantaisistes, chevauchant des tyrannosaures comme des montures sauvages. Ce mythe trouve ses racines non pas dans les découvertes scientifiques, mais dans les représentations culturelles et surtout dans certains courants religieux. Aux États-Unis, à partir du XXe siècle, le créationnisme a popularisé l'idée que la Terre n'a que quelques milliers d'années. Dans cette vision, le récit biblique est pris au pied de la lettre, hommes et animaux auraient été créés ensemble et auraient coexisté depuis l'origine. Pour soutenir cette interprétation, des musées entiers ont été construits exposant Adam et Ève, côtoyant des dinosaures herbivores, comme si l'Éden ressemblait au Jurassic Park de Spielberg. Mais les faits scientifiques sont d'une clarté implacable. Les dinosaures non-aviens, c'est-à-dire tous, sauf leurs descendants directs, les oiseaux, ont disparu il y a environ 66 millions d'années à la suite d'un cataclysme planétaire, en l'occurrence l'impact de l'astéroïde de Chicxulub dans la péninsule du Yucatan. Cette extinction a ouvert la voie au développement des mammifères qui jusque-là
vivait dans l'ombre des géants. Homo sapiens, lui, n'apparaît qu'il y a environ 300 000 ans en Afrique, attesté par les fossiles découverts à Djebel Irhoud, au Maroc. Entre la disparition du dernier dinosaure non-avien et l'arrivée du premier humain moderne, il y a donc une distance vertigineuse, 65 millions d'années d'écart. Imaginez une rencontre entre les deux est tout simplement impossible. Les partisans de la coexistence avancent pourtant des preuves. L'exemple le plus célèbre vient du Texas, le long de la rivière Paluxy. Dans les années 1930, des traces fossilisées de dinosaures sont découvertes dans le lit asséché, à côté de ces empreintes. Certains affirment reconnaître des pas humains. L'annonce fait sensation. Si ces empreintes sont authentiques, elles bouleversent toute la chronologie de l'évolution. Mais rapidement, les géologues et paléontologues démontrent l'imposture. La plupart de ces soi-disant traces humaines sont en réalité des empreintes de dinosaures qui ont pris une forme ambiguë. D'autres, plus spectaculaires encore, se révèlent être de véritables faux sculptés par des locaux, avoués plus tard pour attirer les curieux et les touristes. Ces fossiles sont aujourd'hui un cas d'école de fraude scientifique. Malgré les réfutations, le mythe reste vivant. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce qu'il parle à notre imaginaire collectif. Les récits de la lutte entre l'homme et la nature sauvage fascinent depuis toujours. Voir l'homme des cavernes affrontant un tyrannosaure, c'est l'image d'un combat ultime entre faiblesse humaine et puissance animale. Le cinéma s'en est emparé, de King Kong à Jurassic Park, entraînant volontairement la confusion entre science et fiction. Pourtant, la paléontologie et l'archéologie ne laissent aucun doute. Les fossiles, les datations radiométriques, l'étude des strates géologiques dessinent une chronologie d'une précision remarquable. Les dinosaures régnaient sur Terre à l'ère mésozoïque, du Trias au Crétacé, entre 250 et 66 millions d'années. Les premiers hominidés, eux, n'apparaissent qu'à l'ère cénozoïde, c'est-à-dire il y a environ 6 à 7 millions d'années. Le décalage est tel qu'il équivaut à vouloir faire cohabiter les pyramides d'Égypte avec les gratte-ciel de New York. Les ordres de grandeur sont simplement incompatibles. Mais ce mythe nous dit aussi quelque chose sur notre rapport à la vérité. Face à l'immensité du temps géologique, il est tentant de réduire les échelles, de rapprocher ce qui est séparé par des millions d'années. C'est aussi une manière pour certains courants religieux de contester la science de l'évolution et de maintenir une vision du monde cohérente avec leurs croyances. En définitive, l'idée que l'homme et le dinosaure aient vécu ensemble relève plus du conte que de l'histoire naturelle. Les preuves fossiles, les datations et la cohérence des archives géologiques l'emportent largement sur les récits fabriqués. Pourtant, cette image continue de séduire, de se transmettre dans les films, les dessins animés ou bien les parcs d'attractions. Une preuve que les mythes ont parfois plus de force que les faits. Parmi les théories les plus surprenantes de l'histoire récente, il en est une qui défie notre chronologie tout entière, l'idée que le Moyen-Âge n'aurait jamais existé. Selon cette hypothèse, connue sous le nom d'hypothèse du temps fantôme, près de 3 siècles, de l'an 614 à 911, auraient été purement et simplement inventés par des moines et par l'empereur germanique Othon III. Cette théorie a été popularisée dans les années 1990 par un auteur allemand, Heribert Illig. Dans son livre « Le Moyen-Âge inventé », il soutient que l'an 1000 aurait été une construction artificielle créée pour donner plus de prestige à l'empereur et à la papauté. En manipulant les calendriers, on aurait inséré artificiellement environ 300 ans remplis de personnages fictifs, d'événements fabriqués et de chroniques inventées de toutes pièces. Selon Illig, Charlemagne lui-même n'aurait jamais existé. Il ne serait qu'un héros imaginaire forgé pour incarner ce Moyen-Âge fabriqué. À première vue, l'idée séduit. Elle expliquerait certaines lacunes des sources, des monuments qui semblent surgir de nulle part et flattent notre goût pour les grandes conspirations. Après tout, si 3 siècles avaient été inventés, cela signifierait que notre passé est bien plus incertain que ce que l'on croit. Mais face aux faits, cette théorie s'effondre rapidement, car les siècles prétendument fantômes sont en réalité solidement attestés. D'abord grâce aux méthodes modernes de datation. La dendrochronologie, qui compare les cernes des arbres, permet de dater avec précision les bois utilisés dans les charpentes ou des manuscrits. Et ces séquences couvrent sans difficulté la période 614-911. De même, le carbone 14 confirme l'ancienneté de centaines d'objets, d'ossements et de documents qui appartiennent bel et bien à ces siècles.
Les preuves viennent aussi du ciel. Les chroniques médiévales mentionnent des éclipses et des phénomènes astronomiques. Or, les calculs modernes montrent une correspondance parfaite. Par exemple, une éclipse solaire en 840 est décrite dans les annales de Fulda et correspond exactement à ce que l'astronomie contemporaine reconstitue. Si ces 3 siècles avaient été inventés, il aurait fallu que les faussaires maîtrisent la mécanique céleste au millimètre près, ce qui était évidemment impossible au Xe siècle. Quant à Charlemagne, l'un des principaux fantômes entre guillemets du récit d'Illig, il est attesté par une multitude de sources. Des dizaines de manuscrits contemporains produits dans son empire, des monnaies à son effigie, retrouvés sur l'ensemble de l'Europe carolingienne, des palais et des chapelles encore debout, comme la chapelle palatine d'Aix-la-Chapelle, ainsi que des actes juridiques transmis sans discontinuité. Imaginez qu'un personnage aussi central de l'histoire européenne ait été inventé après coup relève plus du roman que de l'analyse historique. L'idée d'Othon III, manipulant le calendrier, doit être replacée dans son contexte. Il s'agit d'une hypothèse formulée par Illig, mais qui ne repose sur aucune source historique. Aucun document médiéval ne mentionne une telle falsification. Et depuis 30 ans, la communauté des historiens, archéologues et astronomes a rejeté unanimement cette théorie, la considérant comme une construction pseudo-historique. Pourquoi alors continue-t-elle de circuler ? Tout simplement parce qu'elle joue sur une méfiance bien réelle, la conviction que l'histoire est écrite par les puissants. L'idée qu'empire et église aient pu manipuler le temps séduit ceux qui cherchent des vérités cachées derrière les apparences. Elle nourrit aussi un besoin de spectaculaire. Et si nous vivions en réalité en l'an 1700 plutôt qu'en 2000 ? Et si nos manuels n'étaient qu'un gigantesque mensonge collectif? Pourtant, les preuves sont là, l'archéologie, les datations scientifiques, les textes et les monuments convergent pour confirmer la réalité de ces 3 siècles. Le Moyen-Âge n'est pas un trou inventé, mais une période de profonde transformation, comme la montée du pouvoir carolingien, l'expansion du christianisme, ou bien encore les mutations agricoles et sociales qui préparent l'Europe féodale. En définitive, l'hypothèse du temps fantôme reste un exemple fascinant de ces mythes modernes qui questionnent notre rapport au passé. Elle nous rappelle combien il est facile de douter et combien il est difficile de démêler l'histoire de la fiction. Mais elle montre aussi la force des preuves matérielles et scientifiques face aux théories les plus absurdes. Depuis des décennies circule une idée fascinante et provocatrice. Les pyramides d'Égypte n'auraient pas été construites par des humains, mais par des extraterrestres venus de l'espace. Cette théorie a été popularisée en 1968 par l'écrivain suisse Erich von Däniken dans son best-seller Chariots of the Gods. Dans son récit, les monuments colossaux de l'Antiquité seraient la preuve de contact avec des civilisations venues d'ailleurs. Et parmi ces monuments, les pyramides de Gizeh occupent une place centrale. Comment se demandent-ils les Égyptiens de l'Ancien Empire, sous la 4e dynastie, auraient-ils pu ériger des blocs de plusieurs tonnes avec une précision géométrique aussi parfaite? Pour lui, la réponse est simple, avec l'aide d'une intelligence extraterrestre. L'argument a séduit des millions de lecteurs et alimente encore aujourd'hui des documentaires sensationnalistes. Les images de vaisseaux spatiaux projetés au-dessus du désert de Gizeh sont devenues une sorte de mythe moderne qui flatte notre fascination pour l'inconnu. Car derrière la théorie, il y a une idée implicite. Les Égyptiens n'auraient pas été capables, par leurs seuls moyens, d'ériger de tels chefs-d'œuvre. Pourtant, l'archéologie apporte une réponse claire. Depuis les années 1990, des fouilles menées autour du plateau de Gizeh ont mis au jour un vaste village d'ouvriers connu sous le nom de Workers' Town, Eit El Gourab. On y a retrouvé les vestiges de maisons, de boulangeries, de dépôts de stockage et même de cimetières. Ces découvertes montrent que les pyramides n'ont pas été construites par des esclaves épuisés, encore moins par des extraterrestres, mais bien par des équipes d'ouvriers spécialisés, nourris, encadrés et organisés par l'État pharaonique. Les textes anciens évoquent d'ailleurs des corvées saisonnières, des paysans venant travailler sur le chantier pendant la crue du Nil, quand les champs étaient sous l'eau, participant ainsi à un immense effort collectif. Les outils retrouvés confirment cette réalité. Des ciseaux en cuivre, des maillets en pierre, des cordes et des traîneaux ont été découverts sur les sites archéologiques. Les Égyptiens maîtrisaient parfaitement l'art de tailler le calcaire et le granit,
puis de transporter les blocs grâce à des systèmes de traîneaux glissants sur du sable légèrement humidifié, ce qui réduit considérablement la friction. En 2018, la découverte d'un système de rampe monumentale à Atnoub, avec ses poteaux et ses escaliers, a montré comment de tels blocs pouvaient être hissés efficacement. Ces techniques suffisent à exploiter la logistique des chantiers. Une anecdote est particulièrement parlante. Dans les entrailles de la grande pyramide de Khéops, des graffitis laissés par les ouvriers eux-mêmes ont été retrouvés dans les chambres de décharge situées au-dessus de la chambre du roi. Ces inscriptions ne sont pas des hiéroglyphes officiels, mais des marques de chantier tracées à la peinture rouge. On y lit le nom des équipes de bâtisseurs, comme les amis de Khéops. Ces ouvriers se revendiquaient donc explicitement comme les artisans de l'œuvre et non comme de simples esclaves anonymes. L'astronomie elle-même éclaire le mystère. Les pyramides sont orientées avec une précision exceptionnelle. La pyramide de Khéops dévie de moins de 4 minutes d'arc du nord véritable. Les chercheurs expliquent cette exactitude par des méthodes d'observation des étoiles circumpolaires utilisées pour définir l'axe nord-sud. L'hypothèse d'une corrélation avec Orion, avancée par certains auteurs modernes, reste débattue et n'est pas nécessaire pour comprendre l'implantation. Cette précision témoigne simplement de la compétence des prêtres astronomes égyptiens. Le gigantisme des pyramides alimente aussi les spéculations. La grande pyramide de Khéops a été construite avec environ 2,3 millions de blocs, pesant chacun en moyenne 2,5 tonnes, certains atteignant plus de 50 tonnes. Les pierres de parement en calcaire présentent des joints d'une finesse d'environ 0,5 mm, une prouesse de taille et d'assemblage. La structure s'élevait à l'origine à 146,6 mètres de hauteur, soit près de 150 mètres il y a 4600 ans. Ces chiffres, loin de relever du mythe, soulignent le savoir-faire technique et l'organisation monumentale de l'Ancien Empire. Le mythe des extraterrestres surgit en réalité d'un mélange d'admiration et de méfiance. Admiration parce que les pyramides dépassent notre imagination moderne, une architecture colossale pensée à une échelle rarement égalée. Méfiance parce que certains refusent de croire que des civilisations anciennes aient pu accomplir ce que nous jugeons aujourd'hui presque impossible, et ce sans machines modernes. L'idée des aliens bâtisseurs est donc moins une hypothèse scientifique qu'une projection de nos propres doutes et de nos fantasmes sur le passé. Et pourtant, chaque pierre, chaque outil, chaque graffiti retrouvé à Gizeh renvoie à la même réalité. Les pyramides sont le fruit de l'ingéniosité, du travail et de l'organisation des Égyptiens de l'Antiquité. Les ouvriers, qui s'appelaient fièrement les amis de Khéops, n'avaient rien de visiteurs venus des étoiles. Leur héritage se dresse toujours, défiant le temps, comme l'une des plus grandes réussites humaines jamais accomplies. Parmi les mythes modernes les plus débattus figure celui de l'identité des anciens Égyptiens. Dans certains cercles afrocentristes, on affirme que l'Égypte pharaonique aurait été une civilisation exclusivement noire, héritière directe de l'Afrique subsaharienne. Cette vision a été popularisée à partir des années 1950 par l'intellectuel sénégalais Cheikh Anta Diop et a été discutée de manière critique lors du symposium UNESCO du Caire en 1974, où de nombreuses objections furent formulées par les spécialistes présents. Dans ses livres et ses conférences, Diop a affirmé que les pharaons étaient des Noirs et que la grandeur de l'Égypte avait été volontairement blanchie par les égyptologues occidentaux, et ce pour effacer la contribution africaine. L'idée a trouvé un immense écho dans la diaspora africaine et afro-américaine, car elle résonnait avec le besoin de revendiquer un passé glorieux face à des siècles d'esclavage, de racisme et de colonisation. De là est née une image forte, relayée parfois par les arts et la culture populaire, celle d'une Égypte volée à l'Afrique que l'histoire officielle aurait falsifiée. Mais que disent réellement les faits ? Les découvertes archéologiques et les analyses bio-anthropologiques offrent une image plus complexe et surtout plus nuancée. Les Égyptiens de l'Antiquité étaient avant tout des Africains du Nord-Est, situés dans la vallée du Nil, une région carrefour entre trois mondes, l'Afrique subsaharienne au sud, la Méditerranée et le Proche-Orient au nord et à l'est. L'ADN ancien, notamment l'étude publiée en 2017 dans Nature Communications sur des momies d'Abou Sir el-Melek, en Moyenne-Égypte, montre une forte affinité génétique avec les populations du Levant au Proche-Orient.
tandis que les Égyptiens modernes présentent davantage d'ascendance subsaharienne, ce qui suggère des flux postérieurs. Cet échantillon reste toutefois limité à un seul site et ne peut représenter toute l'Égypte. Plus récemment, en 2025, un premier génome complet de l'Ancien Empire a été publié, confirmant que la recherche progresse, mais qu'elle reste encore en construction. Les représentations artistiques nous donnent elles aussi des indices précieux. Les Égyptiens se représentaient selon un code pictural conventionnel, les hommes en brun rouge, les femmes en ocre jaune. Les Nubiens, leurs voisins du sud, apparaissent dans les fresques avec une peau plus sombre, tandis que les peuples du Levant sont peints plus clairs. Ces couleurs ne sont pas des portraits réalistes, mais des codes visuels permettant d'identifier l'origine des peuples représentés. Les auteurs de l'Antiquité apportent aussi des témoignages. Hérodote, au 5e siècle avant Jésus-Christ, écrit que les Égyptiens avaient la peau sombre et les cheveux crépus. Cette description, souvent citée par les afrocentristes, doit être replacée dans son concept. Pour les Grecs, sombre pouvait désigner une gamme très large de teints plus foncés que les Méditerranéens, et la terminologie grecque n'équivaut pas à nos classifications modernes. L'erreur des thèses afrocentristes radicales est de vouloir réduire cette diversité à une identité unique, en affirmant que l'Égypte fut exclusivement noire. De la même manière que les visions coloniales du 19e siècle cherchaient à blanchir l'Égypte pour en faire une civilisation européenne avant l'heure, ces thèses inversent le miroir et effacent la complexité des mélanges. L'histoire réelle est plus riche. Les pharaons régnaient sur un territoire qui était un carrefour où se croisaient influences africaines, méditerranéennes et proche-orientales. Un exemple particulièrement parlant est celui des rois de la 25e dynastie couchite, venus du royaume de Nubie. Au 8e et 7e siècle avant Jésus-Christ, des souverains comme Taharqa ont régné sur toute l'Égypte et ont laissé des monuments où l'iconographie nubienne s'impose clairement. Leur passage montre qu'il existait bel et bien des pharaons noirs, mais dans un contexte précis et à une époque particulière, et non comme la norme absolue de toute l'histoire égyptienne. La civilisation égyptienne a duré plus de 3000 ans. Durant ce temps, elle a vu défiler des dynasties, des invasions, des alliances et des brassages. La réduire à une seule identité raciale, qu'elle soit blanche ou noire, c'est marquer ce qui faisait sa force, être un carrefour où l'Afrique, le Proche-Orient et la Méditerranée se sont rencontrés et ont donné naissance à l'une des plus brillantes civilisations de l'Antiquité. Depuis le 19e siècle, une rumeur tenace s'est répandue. William Shakespeare n'aurait pas été l'auteur réel des pièces qui portent son nom. Le mystère intrigue parce que l'homme de Stratford-upon-Avon, né en 1564, et fils d'un gantier, n'a jamais fréquenté d'université ni laissé de traces d'études supérieures. On ignore presque tout de ses années de jeunesse et aucun cahier ni lettre personnelle n'a été retrouvé. Cette absence de documents a donné à certains l'impression qu'un auteur d'une telle envergure devait nécessairement appartenir à un milieu plus lettré, qu'il devait avoir étudié dans les plus grandes écoles, ou bien provenir d'une haute lignée intellectuelle. C'est là qu'est née toute une série d'hypothèses dites anti-stratfordiennes. Francis Bacon, philosophe, chancelier du royaume et écrivain, au style dense et érudit, a été proposé comme véritable auteur des pièces. D'autres se sont tournés vers Christopher Marlowe, dramaturge de génie, mort en 1593, imaginant qu'il aurait en réalité survécu et continué à écrire sous le masque de Shakespeare. Plus tard, Édouard de Vere, comte d'Oxford, a aussi été présenté comme candidat possible, ses origines nobles et sa culture humaniste correspondant davantage, selon ses théories, à l'image d'un auteur capable d'écrire Hamlet ou Othello. Ces spéculations ont fasciné, mais n'ont jamais été confirmées par les sources contemporaines, car les documents d'époque racontent une autre histoire. Dès 1595, un paiement officiel mentionne 3 comédiens, William Kemp, Richard Burbage et William Shakespeare, rémunérés pour avoir joué devant la cour. En 1603, lorsque la troupe obtient le brevet royal, qui la transforme en Kingsman, le nom de Shakespeare figure dans la liste des acteurs brevetés. Tout au long de sa carrière, on retrouve sa trace dans les registres de la compagnie, dans les archives financières et dans les témoignages d'auteurs contemporains. Ben Jonson, son grand rival et ami, l'évoque directement dans ses poèmes et en 1623 lui rend hommage dans une préface célèbre. John Davis, poète de l'époque, le surnomme notre Terence anglais.
preuve qu'il était reconnu comme dramaturge vivant et bien réel. Les éditions imprimées renforcent ce constat. À partir de 1598, plusieurs pièces paraissent avec le nom de Shakespeare sur la page de titre. Richard II et Love's Labour Lost l'affichent clairement. L'édition de Roméo et Juliette en 1599, la deuxième version imprimée, porte elle aussi la mention « by William Shakespeare ». D'autres pièces comme Titus Andronicus étaient publiées anonymement dans les années 1590, mais elles furent intégrées en 1623 dans un volume qui allait devenir la référence absolue, le First Folio. Ce First Folio, publié 7 ans après sa mort, rassemble 36 pièces et fut édité par 2 de ses collègues acteurs, John Hemmings et Henry Condell. Ces hommes avaient partagé la scène avec Shakespeare et connaissaient intimement son travail. Ils ont pris soin de préserver son œuvre dans un format luxueux, précédé d'hommages, dont celui de Ben Jonson. Un tel projet aurait été difficile à falsifier. Le monde du théâtre londonien, alors foisonnant et très concurrentiel, n'aurait pas laissé passer sans réaction une supercherie d'une telle ampleur. Les zones d'ombre qui entourent sa vie, le manque de brouillons, de lettres autographes, l'absence de témoignages détaillés sur ses lectures, alimentent toujours les soupçons. Pourtant, les archives montrent un acteur, un auteur et un actionnaire d'une troupe à succès. Ces pièces ont été jouées devant Élisabeth Ier, puis Jacques Ier, et étaient suffisamment reconnues pour recevoir des paiements officiels et voir son nom imprimé dans les catalogues. C'est précisément ce contraste entre l'homme ordinaire de Stratford et le génie littéraire de Londres qui a nourri la fascination et les doutes. Le mythe a d'ailleurs séduit de grands esprits. Mark Twain, dans un essai publié en 1909 et intitulé « Is Shakespeare Dead ?», ironisait sur l'absence de preuves tangibles de son activité littéraire. Il ne niait pas frontalement son existence, mais s'amusait à pointer le vide des archives personnelles, comme si une énigme persistait au cœur même du génie. Le fait qu'un écrivain aussi célèbre ait laissé entendre qu'il pouvait y avoir mystère montre à quel point l'attrait du doute s'est diffusé bien au-delà des cercles universitaires. Aujourd'hui encore, le débat passionne. Les partisans des théories alternatives continuent de publier des études, d'analyser le vocabulaire ou de comparer les styles. Mais à chaque fois que l'on retourne aux documents contemporains, comme les paiements royaux, les brevets, les pages de titres imprimées ou bien encore les témoignages de collègues, on retrouve un même nom, celui de William Shakespeare, acteur et auteur reconnu de son vivant. Au début du XXe siècle, un texte inquiétant circule dans l'Empire russe, les protocoles des sages de Sion. Présentés comme authentiques, ils prétendent dévoiler un complot juif mondial pour contrôler la presse, la finance et les gouvernements. En réalité, il s'agit d'un faux publié pour la première fois en 1903 dans le journal Znamia à Saint-Pétersbourg. Il sera ensuite traduit et diffusé à grande échelle en Europe et aux États-Unis. L'origine la plus solide établie par les historiens situe la fabrication du texte dans la Russie tsariste du début du XXe siècle. Des recherches et enquêtes menées au XXe siècle ont conclu que des officiels de la police secrète tsariste ont composé le document en combinant des sources antérieures dans un climat d'antisémitisme et de tensions politiques. L'édition initiale de 1903 fut liée à l'éditeur Pavel Kruschevan, militant antisémite. La réfutation démarre très tôt, lorsque des journalistes et chercheurs remarquent que les protocoles recyclent des passages entiers d'ouvrages plus anciens. En 1864, l'avocat français Maurice Joly publie un pamphlet satirique, Dialogue aux enfers entre Machiavel et Montesquieu, imaginant un débat sur les méthodes du pouvoir autoritaire. De larges pans des protocoles en sont plagiés, parfois presque mot pour mot. La démonstration publique est faite en 1921 par le journaliste Philip Graves dans le Times, qui juxtapose les extraits correspondants et établit la fraude. Des emprunts à Hermann Goetsch sont aussi identifiés. Cette démonstration journalistique sera consolidée au plan judiciaire. Lors du procès de Berne, qui s'étend de 1934 à 1935 en Suisse, les associations juives poursuivent des militants d'extrême droite pour diffusion des protocoles. Le tribunal qualifie l'ouvrage de plagiat et de faux, décision très commentée internationalement. Un appel portera sur les questions de forme, sans remettre en cause le caractère frauduleux du texte. Malgré ces preuves, les protocoles gagnent en audience dans l'entre-deux-guerres.
en Allemagne. Les nazis en font un instrument de propagande. Hitler les évoque dès les années 1920 et fait écho dans Mein Kampf. Et le parti s'en sert pour soutenir ses discours antisémites, bien que des dirigeants nazis sachent que l'ouvrage n'est pas factuel. L'ouvrage devient un classique de la littérature antisémite moderne, régulièrement réédité et adapté. Aux États-Unis, l'industriel Henry Ford propage largement ces thèmes via son hebdomadaire The Dearborn Independent. Il sérialise des articles rassemblés ensuite sous le titre de International Jew. Ces brochures sont diffusées à environ 1,5 million d'exemplaires, donnant au protocole et à leurs motifs une visibilité considérable dans le monde anglophone. Ford présentera des excuses publiques en 1927 sous la pression, mais l'impact éditorial demeure. On comprend alors la mécanique. Un faux conçu au sein de l'appareil tsariste, plagiant une satire politique française et d'autres sources, devient ainsi un outil idéologique qui alimente les peurs et les haines. La puissance du texte tient moins de sa vraisemblance qu'à sa capacité à agréger des stéréotypes antisémites anciens en un récit unique, constamment recyclé au gré des conjonctures, en Russie, en Europe, aux États-Unis, puis au-delà. Aujourd'hui encore, malgré plus d'un siècle de débunkage journalistique et de condamnation judiciaire, les protocoles continuent de circuler et d'être instrumentalisés par des propagandes contemporaines. Musées, historiens et institutions rappellent inlassablement son caractère frauduleux et son rôle central dans l'histoire de l'antisémitisme moderne de 1903 à nos jours. On l'a tous lu, ou presque, dans nos manuels scolaires, la Grande Muraille de Chine serait la seule construction humaine visible depuis l'espace, et même depuis la Lune. Un symbole de grandeur, une image puissante, mais totalement fausse. Ce mythe s'est imposé au XXe siècle. La muraille longue, de plus de 6000 km, fascinait les voyageurs et les journalistes occidentaux. On pensait que sa taille colossale la rendait reconnaissable depuis l'espace. Après l'exploit d'Apollo 11 en 1969, la rumeur s'est encore amplifiée. Si des hommes pouvaient marcher sur la Lune, alors forcément, la première chose qu'ils verraient de la Terre serait ce mur gigantesque. L'idée est si séduisante qu'elle a fini par être imprimée dans certains manuels jusque dans les années 1980. Mais la réalité est tout autre. La Grande Muraille est effectivement très longue, mais rarement plus large que 6 à 7 mètres. Elle se confond avec la couleur du sol environnant, ce qui la rend invisible à l'œil nu depuis l'orbite terrestre, et a fortiori depuis la Lune, distante de près de 384 000 km. Les astronautes Apollo ont rapidement démenti ce mythe. Alan Bean, membre d'Apollo 12, expliqua « Depuis la Lune, aucune construction humaine n'est visible, pas même les plus grandes villes. » Et en 2003, ironie de l'histoire, c'est un astronaute chinois, Yang Liwei, premier homme de son pays à voyager dans l'espace, qui enterrera définitivement la légende. Depuis son orbite terrestre, il déclara ne pas avoir vu la muraille, ce qui fit grand bruit en Chine, tant ce monument est un symbole national. Alors que peut-on réellement voir depuis l'espace? De nuit, les lumières des mégapoles, de jour les tracés géométriques, des champs agricoles, parfois même de grands aéroports, mais pas la Grande Muraille. Ce mythe illustre la puissance des symboles capables de s'imposer dans l'imaginaire collectif malgré les preuves contraires, comme si à travers lui, l'humanité avait voulu affirmer qu'elle avait laissé une trace visible jusque dans le ciel. On imagine souvent les croisades comme une épopée spirituelle, une suite de guerres saintes menées par des chevaliers uniquement animés par la foi. Dans ce récit, l'appel du pape Urbain II en novembre 1095, lors du concile de Clermont, aurait suffi à embraser l'Europe chrétienne. Les chroniques rapportent qu'à la fin de son discours, la foule aurait répondu par un cri resté célèbre « Dieu le veut ». Cette image s'est inscrite dans la mémoire collective comme le symbole d'un mouvement où des hommes quittèrent leur terre et leur famille uniquement pour délivrer Jérusalem et gagner leur salut éternel. Elle donne aux croisades une dimension presque mystique, comme si elles avaient été une mission désintéressée et purement spirituelle. Pourtant, la réalité historique est bien plus nuancée. La religion fut évidemment un moteur essentiel, puisque l'Église promettait l'indulgence plénière à ceux qui prenaient la croix, et le voyage était présenté comme un pèlerinage armé vers les lieux saints.
Mais les motivations des croisés étaient multiples. Beaucoup de chevaliers, surtout des cadets sans héritage, voyaient dans l'Orient une chance d'obtenir terre et richesse. Pour les princes, répondre à l'appel pouvait renforcer prestige et pouvoir. Pour les cités maritimes, comme Venise, Gênes ou bien Pise, accompagner les expéditions ouvrait la voie à de nouveaux comptoirs commerciaux et à des privilèges économiques considérables. L'exemple le plus frappant de cet entrelacement d'intérêts reste la 4e croisade. Lancée en 1202 avec l'objectif affiché de reprendre Jérusalem, l'expédition se retrouva vite dépendante des Vénitiens, qui avaient fourni une flotte trop coûteuse pour les croisés. Faute de paiement, l'armée fut détournée, d'abord contre Zara, puis contre Constantinople. En 1204, les croisés mirent à sac la capitale byzantine, pourtant chrétienne. Ce fut l'un des pillages les plus brutaux du Moyen-Âge, églises profanées, trésors arrachés et reliques dispersées. L'événement démontrait à quel point une croisade pouvait basculer vers une entreprise de conquête et de profit au détriment même de l'unité chrétienne. Dès la première croisade, pourtant, l'écart entre idéal et réalité se dessinait déjà. Urbain II avait mis en avant la libération du tombeau du Christ et la protection des pèlerins. Mais quand Jérusalem fut conquise en 1099, les croisés massacrèrent une grande partie de la population musulmane et juive. Et très vite, les nouveaux maîtres du Proche-Orient établirent des États latins comme le royaume de Jérusalem ou bien la principauté d'Antioche, qui fonctionnait sur le modèle féodal avec châteaux, seigneuries et exploitation des terres. Le projet n'était plus seulement un pèlerinage armé, mais aussi une colonisation durable. Pour la papauté, les croisades représentaient aussi un enjeu politique. Urbain II, puis ses successeurs, y voyaient un moyen d'affirmer l'autorité pontificale sur la chrétienté, de canaliser la violence des seigneurs vers l'extérieur et de renforcer leur prestige spirituel face aux rois et aux empereurs. Pour les monarques, soutenir et encadrer une croisade permettait de mieux contrôler une noblesse turbulente et de s'inscrire dans un projet collectif valorisant. Les dimensions religieuses, politiques et économiques se superposaient donc en permanence. Si l'on retient encore aujourd'hui le discours d'Urbain II à Clermont, souvent cité comme l'origine d'un élan de foi pure, les témoignages contemporains montrent déjà que beaucoup de croisés envisageaient la croisade aussi comme une opportunité matérielle. Les récits médiévaux eux-mêmes évoquent des motivations mêlées, oscillant entre ferveur sincère et recherche de butin ou de fief. Cette ambivalence explique pourquoi l'image des croisades, comme guerre sainte pure, ne correspond pas tout à fait à la réalité. En vérité, elles furent des expéditions bien plus complexes, où la foi et l'espérance du salut se combinaient sans cesse avec l'appât du gain, les calculs politiques et les ambitions économiques. Le 5 mai 1821, Napoléon Bonaparte s'éteint à Sainte-Hélène, dans la petite maison de Longwood, où il vivait en exil depuis 6 ans. Sa disparition, survenue loin de la France et sous la surveillance constante des Anglais, suscita immédiatement des rumeurs. Pour beaucoup de ses partisans, l'empereur n'était pas mort naturellement. L'idée que les Anglais, ses ennemis jurés, l'auraient fait disparaître par un empoisonnement insidieux se répandit très vite. Cette hypothèse transformait la fin de Napoléon en un drame politique. L'homme qui avait tenu l'Europe en haleine jusqu'à Waterloo devenait une victime des Britanniques, un martyr de la cause impériale. Le soupçon trouva un écho particulier au XXe siècle, lorsque la science sembla lui donner raison. Depuis 1821, de nombreuses mèches de cheveux de Napoléon avaient été conservées par ses proches et transmises comme reliques familiales. Dans les années 1960, des chercheurs italiens, en les analysant, mirent en évidence des concentrations d'arsenic nettement supérieures à la normale. Or, depuis l'Antiquité, l'arsenic était considéré comme un poison classique, réputé pour son efficacité discrète. Ces résultats firent sensation. L'idée que l'empereur avait pu être lentement intoxiqué à Sainte-Hélène devint plausible aux yeux du grand public, et l'on imagina une machination britannique patiente et implacable. La nouvelle se répandit d'autant plus facilement que le cadre de Longwood renforçait toutes les suspicions. La maison, humide et mal ventilée, était jugée malsaine par ceux qui l'occupaient. Napoléon lui-même se plaignait de la sévérité du gouverneur Hudson Lowe et de l'hostilité des autorités britanniques. Ses compagnons d'exil, comme le comte de Montholon, laissèrent entendre que les Anglais voulaient sa perte. Dans ce climat de rancune et de méfiance, l'annonce de la présence d'arsenic dans ses cheveux semblait être la preuve tant attendue.
Mais dès les années 1980, d'autres études vinrent remettre en cause la thèse de l'empoisonnement. De nouvelles analyses furent effectuées sur des échantillons de cheveux prélevés à différentes époques de la vie de Napoléon, y compris durant son enfance et sa jeunesse, bien avant Waterloo et son exil. Là encore, les résultats montrèrent des niveaux d'arsenic supérieurs à ceux d'un individu moderne. Cela signifiait que l'exposition à cette substance n'avait rien d'exceptionnel à Sainte-Hélène. Elle accompagnait Napoléon depuis toujours. L'explication tenait en fait au contexte du XIXe siècle, où l'arsenic était omniprésent. On en trouvait dans des teintures capillaires, dans certains médicaments, dans les cols et jusqu'au papier peint coloré en vert de chêne, un pigment à base de cuivre et d'arsenic. Au XXe siècle, certains chercheurs ont même suggéré que le papier peint de Longwood, en se dégradant dans l'humidité, aurait pu libérer des composés arsenicés contribuant à l'exposition sans qu'il soit possible de le démontrer de manière définitive. Les médecins présents lors de sa mort apportèrent également un témoignage précieux. L'autopsie fut menée par son médecin personnel, Antomarchi, en présence de praticiens britanniques. Tous décrivèrent une tumeur ulcérée de l'estomac, signe avancé d'un cancer gastrique. Napoléon souffrait depuis des mois de douleurs abdominales, de vomissements, d'amaigrissement et d'épuisement, symptômes qui concordent avec ce diagnostic. De plus, son père Charles Bonaparte était mort du même mal en 1785. La prédisposition familiale rend le scénario médical cohérent. La science moderne, qui a revisité ces descriptions, confirme qu'un cancer de l'estomac reste l'explication la plus vraisemblable. Malgré cela, l'idée de l'empoisonnement conserva une force d'attraction extraordinaire. Les partisans de Napoléon, les bonapartistes, avaient tout intérêt à entretenir ce soupçon. En accusant les Anglais, ils donnaient à la mort de l'empereur une dimension héroïque. L'homme déchu n'était plus simplement un exilé malade, il devenait la victime d'un assassinat orchestré par ses vainqueurs, ce qui renforçait la légende impériale. Des ouvrages, des mémoires et même des récits romanesques popularisèrent cette version. Le mythe trouva un nouvel élan à chaque publication scientifique, chaque analyse de cheveux, chaque polémique autour des reliques. Certains épisodes contribuèrent à nourrir cette fascination. Lorsque les restes de Napoléon furent transférés aux Invalides en 1840, l'émotion nationale fut immense et les rumeurs d'empoisonnement refirent surface. Les récits de ses compagnons d'exil, souvent amers envers l'Angleterre, furent repris par des générations d'auteurs. Même les débats sur la décoration de Longwood, et en particulier sur la toxicité potentielle du papier peint vert, donnèrent lieu à de nouvelles spéculations. Chaque détail de son environnement devint une pièce à conviction dans un procès imaginaire contre ces geôliers britanniques. En avril 1983, le magazine allemand Stern annonce au monde entier une découverte qu'il présente comme historique. La rédaction affirme avoir mis la main sur environ 60 volumes inédits rédigés de la main même d'Adolf Hitler, reliés de noir et ornés d'emblèmes nazis avec un monogramme censé représenter les initiales AH, mais parfois fautivement gravé FH. Ils sont présentés comme le journal intime du dictateur, tenu tout au long des années 1930 et pendant la guerre. La presse internationale s'enflamme. Pour la première fois, on croit avoir accès aux pensées quotidiennes du Führer, à ses réflexions personnelles, loin des discours officiels. Stern organise une conférence de presse spectaculaire et plusieurs grands journaux étrangers, comme le Sunday Times de Londres et Newsweek aux États-Unis, s'associent à l'événement. L'annonce fait l'effet d'une bombe. Si ces documents sont authentiques, ils représentent la découverte du siècle pour les historiens du nazisme. Les journalistes de Stern expliquent que les carnets ont été récupérés en Allemagne de l'Est après avoir été miraculeusement sauvés d'un avion qui s'était écrasé en 1945. L'histoire paraît romanesque, mais suffisamment vraisemblable pour séduire les rédactions avides de scoop. Les volumes, frappés d'un style qui semble officiel, donnent un air d'authenticité qui impressionne. Pendant quelques jours, l'enthousiasme est général. Certains croient déjà pouvoir écrire une nouvelle biographie d'Hitler à la lumière de ces carnets. Mais rapidement, des doutes émergent. Dès les premières lectures, certains historiens notent des incohérences. Le style ne correspond pas au ton habituel d'Hitler. Des erreurs factuelles grossières apparaissent, comme des dates mal recopiées ou des événements rapportés de façon maladroite. Plus troublant encore, les analyses graphologiques montrent des ressemblances avec l'écriture connue du dictateur, mais rien de suffisamment concluant.
Devant l'ampleur médiatique, on décide de soumettre les documents à des expertises plus poussées. Les résultats sont sans appel. Les analyses forensiques établissent que le papier et l'encre utilisés sont d'une fabrication postérieure à 1945, certains composants n'étant apparus que dans l'après-guerre. Il est donc matériellement impossible que ces volumes aient été écrits avant la mort d'Hitler en avril 1945. Les carnets sont donc des faux modernes. L'affaire se transforme alors en scandale mondial. Le scoop censé offrir une percée décisive sur l'histoire du nazisme devient un cas d'école de manipulation journalistique. On découvre que les carnets avaient été fabriqués par un faussaire allemand, Konrad Kujo, spécialisé dans les faux objets nazis. Ce dernier avait patiemment rédigé ces volumes en imitant l'écriture d'Hitler, en recopiant des passages entiers de discours et de documents déjà publiés avant de les revendre à prix d'or à Stern. Le magazine, dans sa quête de sensationnalisme, avait négligé de vérifier en profondeur l'authenticité des sources avant d'annoncer la nouvelle au monde entier. Le 25 avril 1983, à Hambourg, Stern tient une conférence de presse solennelle pour présenter les journaux comme authentiques. Et moins de 2 semaines plus tard, le 6 mai, les résultats des expertises sont rendus publics. Le papier et l'encre sont d'après-guerre et l'écriture récente. L'aveu de la supercherie est alors inévitable et Stern doit se rétracter. Les responsables de la rédaction sont contraints de présenter des excuses à l'échelle internationale. Les autres médias qui avaient relayé l'affaire avec enthousiasme se retrouvent à leur tour discrédités. Le Sunday Times, qui appartient alors à Rupert Murdoch, doit admettre qu'il a publié des extraits sans attendre des vérifications. Le scandale révèle les dérives du journalisme lorsqu'il se laisse emporter par la recherche du sensationnel et par la compétition pour publier le premier. En Allemagne, l'affaire prend une résonance particulière. 38 ans après la fin du régime nazi, l'idée que l'on puisse découvrir soudain des centaines de pages inédites d'Hitler touche une corde sensible. Beaucoup espéraient y trouver des réponses sur la psychologie du dictateur, sur ses intentions ou sur sa vie privée. La révélation de la fraude ne fait qu'accroître la méfiance du public envers les médias. Les historiens, eux, rappellent qu'aucun document miraculeux ne peut remplacer la lente analyse critique des sources. Le faussaire est donc arrêté, jugé et condamné à 4 ans et demi de prison pour escroquerie. L'image de Stern est durablement entachée. Le magazine, qui avait baptisé sa réputation sur des enquêtes sérieuses, devient l'exemple même d'une presse dupée par sa propre avidité. L'affaire du faux journal d'Hitler reste l'un des plus grands scandales de l'histoire du journalisme, un épisode où le désir de scoop et l'appât du gain ont pris le pas sur la rigueur historique et la prudence critique. Au Moyen-Âge, l'Europe se passionne pour les reliques. Chacun veut posséder un fragment du sacré, un objet qui aurait touché de près la vie du Christ. Parmi les plus recherchés, celle de la Passion, censée avoir été présentée lors des derniers instants de Jésus. Les pèlerins affluent, les monastères et les cathédrales se disputent ces trésors et la foi populaire s'en nourrit. Mais derrière l'aura spirituelle, de nombreuses reliques se révèlent douteuses, multipliées à l'infini ou datées bien après les événements qu'elles prétendent incarner. L'exemple le plus célèbre est sans doute celui du suaire de Turin. Depuis le XIVe siècle, ce grand linge de lin portant l'empreinte d'un corps humain est vénéré comme le linceul du Christ. Les fidèles y voient l'image miraculeuse du crucifié imprimée au moment de la résurrection. Pendant des siècles, il attire foule et controverses, les uns voyant une preuve tangible de la passion, les autres suspectant une fabrication médiévale. En 1988, 3 laboratoires de renom à Oxford, Zurich et Tucson effectuent une datation au carbone 14. Le verdict tombe, le tissu remonte au XIIIe ou au XIVe siècle. Autrement dit, il a été fabriqué plus de 1000 ans après la mort du Christ. L'authenticité du suaire comme relique de la Passion s'effondre scientifiquement, même si le culte, lui, demeure vivace. La Sainte Lance est un autre exemple de relique proliférante. Selon l'évangile de Jean, un soldat romain transperça le flanc du Christ sur la croix. L'arme devint vite un objet de vénération. Et dès le haut Moyen-Âge, on en recense plusieurs en circulation. Une lance est conservée à Rome, une autre à Antioche, une 3e à Paris et une 4e à Nuremberg. Chacune est proclamée authentique, chacune est brandie par des souverains en quête de légitimité. Cette multiplicité met en évidence l'impossibilité matérielle de leur authenticité. On ne peut avoir 4 ou 5 pointes différentes pour un seul geste sur le Golgotha. Au XIe siècle, la lance impériale,
à laquelle Henri IV fit ajouter une manchette d'argent, était étroitement liée à la souveraineté et portée lors de cérémonies et expéditions, dans une culture où on lui prêtait une vertu talismanique. Plus tard, Frédéric Barberousse ou Charles IV en firent autant. La relique devenait alors une arme politique autant qu'un signe de foi, liant la mémoire de la Passion aux ambitions des empereurs. À côté du suaire et de la lance, d'autres reliques de la Passion circulaient en abondance. On montrait partout des fragments de la vraie croix, souvent des morceaux de bois distribués à travers l'Europe. Au XVIe siècle, Jean Calvin raille la profusion de reliques de la vraie croix, affirmant que si on les réunissait, on aurait de quoi charger un grand bateau. Les clous de la crucifixion, eux aussi, se multipliaient. Selon la tradition, sainte Hélène découvrit les clous et en fit donner à Constantin. L'un serait entré dans le mort de son cheval, un autre dans son casque. Mais au Moyen-Âge, on en retrouve des dizaines, chacun présenté comme l'original. La couronne d'épines, quant à elle, est conservée à Paris depuis le règne de Saint-Louis, mais des épines isolées apparaissent dans d'innombrables sanctuaires. La fascination pour ces reliques s'explique par le contexte spirituel et politique du Moyen-Âge. Posséder un objet lié à la Passion, c'est attirer les pèlerins, renforcer le prestige d'une église ou d'une ville et affirmer un pouvoir sacré. Les foules se pressaient pour toucher ces témoignages supposés de la vie du Christ, convaincus qu'il transmettait une part de son énergie divine. Mais la prolifération même de ces reliques finissait par trahir leur nature problématique. L'Église dut parfois intervenir pour calmer les excès, sans pour autant briser l'élan de la piété populaire. Aujourd'hui, les sciences historiques et archéologiques permettent de mettre en perspective cette effervescence médiévale. Le suaire de Turin, malgré son aura, est daté du Moyen-Âge. Les multiples saintes lances démontrent l'impossibilité de leur authenticité. Les fragments de la croix et les clous de la crucifixion sont trop nombreux pour correspondre à une seule scène de l'histoire. Ces objets ont joué un rôle immense dans l'imaginaire chrétien, mais ils appartiennent davantage à l'histoire de la croyance qu'à celle des preuves matérielles liées à la passion du Christ. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Si elle vous a plu et que vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à faire un don sur Tipeee ou à utiliser le bouton merci de YouTube. Dans tous les cas, merci pour votre soutien et à très bientôt pour une nouvelle plongée dans l'histoire.